Tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Cool TV. 11 projets de loi, dont 2 lois organiques, sont soumis à l'Assemblée nationale pour débat et adoption pendant les 12 jours d'une 5e session extraordinaire du Parlement qui a démarré ce jour à Timbazaz. Le président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakut-Mahmoud, demande une autre session extraordinaire vu l'ampleur de l'ordre du jour fixé par le gouvernement. Reportage de Nadjiane Rajanson. Les membres du gouvernement n'ont fait peu à peu leur entrée dans la salle de séance que vers 10h30. La cérémonie d'ouverture de la 5e session extraordinaire du Parlement a commencé avec une bonne heure de retard. Au menu principal figure la loi rectificative des finances ou les lois organiques, l'une portant sur une refonte du système malgache des collectivités décentralisées et l'autre relative au Conseil supérieur de la magistrature. Suivent les lois sur la représentation de l'État, la dette publique, les sociétés à participation publique, les infractions financières et budgétaires, les sociétés commerciales, l'arrangement avec la France et l'Organisation de l'aviation civile internationale pour une assistance technique à l'aviation civile de Madagascar. 11 en tout, soit un projet de loi par jour. Jean-Max Rakut-Mahmoud déclare devant le gouvernement que notre session extraordinaire, la 6e, est inéluctable, sans compter que la loi exige un laps de temps de 15 jours avant tout vote portant adoption d'une loi organique. Les textes portant sur les élections communales ont été exclus dans l'ordre du jour imposé par le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Olivier Mahafal Soulnanjasan, révèle néanmoins que les textes de la proposition de loi sont déjà entre les mains du gouvernement. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a déjà déclaré qu'elle ne peut avancer une date pour les communales sans les textes sur les collectivités ou sur l'encadrement juridique des élections. Un député soupçonne le gouvernement de se livrer à un forcing pour faire passer les propositions de loi sans trop de débat. Un vice-président de l'Assemblée précise que tout point de l'ordre du jour doit déboucher sur un texte. Au bout de 12 jours, le budget sera opérationnel. Ministères et institutions pourront enfin fonctionner, attendre et voir. Toujours dans la page politique, ouverte ce matin au palais de Timbazaz, la session extraordinaire du Parlement amplifie les appréhensions de la classe politique. Les députés n'auront pas le temps de souffler. Ils auront à débattre sur un projet de loi par jour pendant 12 jours. Si la loi organique sur les collectivités territoriales décentralisées figure au menu, elle ne pourra pas être légalement votée. Dans la foulée, l'ordre du jour exclut toute mention d'une des vraies urgences du moment, les élections communales. Reportage. Les élections communales risquent d'être reportées. La loi organique sur les collectivités territoriales décentralisées ne pourront être légalement adoptées ni les textes de l'encadrement juridique des communales figurés dans l'ordre du jour fixé par le gouvernement. Les unes ne vont pas sans les autres. Les textes du projet de loi sur les collectivités territoriales décentralisées n'est parvenu à l'Assemblée nationale qu'in extremis. Depuis l'organisation controversée d'une concertation dite nationale, le gouvernement est l'objet de lourdes suspicions de manœuvres dilatoires au bénéfice du parti présidentiel qui compte soutenir des candidats aux élections communales. La loi exige un laps de temps de 15 jours avant de débattre de la loi sur les collectivités territoriales décentralisées. Elle ne pourra donc être votée lors de cette session de 12 jours. L'absence de texte sur l'encadrement juridique des élections communales confirme les doutes. Interrogé sur la question, Olivier Mahafal Soulnanjasan, ministre de l'Intérieur, préfère rester dans l'imprécision. La date du passage des textes sur l'encadrement juridique des communales devant le Parlement reste dans le flou. Le silence pèse sur la date du scrutin. Le président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakut-Mahmoud, renvoie la balle au gouvernement. L'exécutif joue sur une corde raide. La Commission électorale nationale indépendante ou CENIT refuse d'avancer une date pour les communales, mais n'évoque pas encore un report en 2015. Si les textes sont adoptés avant la fin août, les élections seront encore possibles selon Béatrice Atala, présidente de la CENI. Le PACEM, ou projet d'appui au cycle électoral à Madagascar, est clair. Si les élections sont reportées, les partenaires financiers se retireront du processus. Un remaniement n'est pas pour demain. Le ministre d'État chargé des infrastructures et de l'aménagement du territoire a annoncé ce jour
qu'il ne compte pas non plus démissionner de son poste. Et ce, même si le syndicat des journalistes revendique toujours son départ du gouvernement, après les affaires d'emprisonnement de journalistes survenues il y a une dizaine de jours. Les dépenses de l'État accuseront une hausse de 891,2 milliards d'ariars, soit 27,2% de plus par rapport à la loi de finances initiale. La politique générale de l'État s'intéresse particulièrement au social et aux infrastructures. La loi de finances rectificative figure parmi les priorités de la session extraordinaire qui débute ce jour. Reportage de Sidjak Ravouniarson. 1279,6 milliards d'ariars au lieu de 3388,4 milliards d'ariars, soit une différence de 891,2 milliards d'ariars. Tel est le budget de l'État au terme de cette année 2014. Les préparatifs afférents à l'élection communale sont inscrits dans le budget rectificatif, malgré que la date de sa tenue ne soit encore fixée. Répondant à la logique de la PGE, les budgets alloués à l'éducation, à la santé et à la protection sociale, ainsi qu'aux travaux d'infrastructure, connaissent une augmentation. Le budget de fonctionnement accuse également une hausse de 30 milliards d'ariars, une hausse justifiée par le recrutement de 1200 élèves gendarmes, 10 000 enseignants et 112 agents au niveau du ministère de la fonction publique. Le ministère des Finances et du Budget accapare 304 milliards d'ariars, le budget le plus important des ministères. Le ministère de l'Agriculture gagne quant à lui 70 milliards en plus de ce qui a été prévu initialement. Le ministère des Travaux publics engrange un bonus de 89 milliards d'ariars, alors que le ministère de la Santé publique ne dispose que de 66 milliards d'ariars. Le ministère de l'Éducation nationale tournera avec 39 milliards d'ariars supplémentaires. Trafic de tortues, de bois de rose ou des ressources minières, les exploitations ici de ressources stratégiques de Madagascar dépassent les bornes. Afin d'y mettre fin, une nouvelle stratégie va être mise en place. En collaboration avec l'Université de Michigan aux États-Unis, l'Alliance Voirgas pourra incessamment dresser une carte des zones de trafic. Reportage de Michel Arnardon. 3200 mètres cubes de bois de rose saisis à Madagascar, 25 000 mètres cubes saisis par le gouvernement chinois entre 2005 et 2013. Au total, 68 conteneurs et 3090 tonnes de bois de rose ont été saisis à l'étranger et 20 000 rondins à Madagascar. Concernant les trafics de tortues, de ces 28 reptiles ont été récemment saisis à La Réunion et 8 valises aux Comores. Tout cela est considéré comme un crime environnemental par l'AVG, mais les zones rouges des trafics seront répertoriées. L'Alliance Voirgas sortira d'ici le 7 août prochain la carte afférente de trafic, un projet mis en œuvre avec le concours de l'Université de Michigan aux États-Unis. Cette carte sera mise à la disposition du gouvernement malgache, de la société civile et ceux qui sont de plein pied dans la lutte contre le crime environnemental. Elle servira d'outil d'aide qui se veut être efficace contre le pillage des ressources naturelles. 20 millions de dollars d'aide annuelle, c'est la contribution que prévoit le Programme alimentaire mondial pour la lutte contre la malnutrition à Madagascar. Face aux urgences mondiales actuelles, les aides ont accusé une tendance à la baisse. Le Programme alimentaire mondial a organisé un atelier de consultation pour faciliter l'accès des paysans vulnérables au marché et améliorer leurs revenus. Hilda Asunzo. Le PAM a besoin de 4000 tonnes de maïs par an pour répondre aux besoins des programmes alimentaires qu'il soutient. Il s'agit des cantines scolaires et des personnes victimes d'insuffisance alimentaire, notamment dans le sud. Le programme compte accroître le nombre de bénéficiaires par des actions au niveau des personnes qui le ravitaillent au maïs. D'ici quelques années, 15 000 paysans, au lieu de 1000, lui vendront leur surplus. Mais pour le moment, le budget alloué à l'alimentation à Madagascar souffre d'une baisse en raison du contexte mondial. Il y a tellement d'urgences dans le monde, comme vous le savez, n'est-ce pas, la Syrie, la République centrafricaine, tout ça. Ça demande vraiment une grande besoin d'aide et ça amène toute l'aide dans ces endroits où il y a beaucoup de problèmes.
Par contre, Madagascar, c'est tranquille, tout va bien. Donc, et ce genre de problèmes d'accès à la nourriture ne sont pas très visibles. Mais nous essayons de continuer la lutte, n'est-ce pas, pour trouver les financements. Nous travaillons très étroitement dans tout. Ce qui n'empêche pas le PAM de continuer les aides, surtout d'urgence, tous les ans. À peu près 20 millions de dollars sont versés pour l'aide alimentaire. 1 million de personnes en bénéficient. L'atelier de 2 jours qui a pris fin aujourd'hui a permis de voir comment améliorer le rendement des paysans afin qu'ils disposent de surplus qu'ils pourront vendre au programme. Actuellement, le problème réside dans le fait que les paysans ont du mal à répondre aux critères de qualité requis par le PAM. Le budget pour le transfert des habitants d'Anjandam est déjà entre les mains du gouvernement. Pour le moment, ce sont les volontaires de la Croix-Rouge malgache, les émissaires du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes qui s'occupent d'eux. Ils sont logés dans des tentes de fortune. Ces 2200 personnes qui ont déserté leur village sont toujours un beau hasard et attendent de retrouver leur village. Les explications. Actuellement, en la collaboration avec la Croix-Rouge malgache, on est en train de mettre en place les abris provisoires. Et après cela, donc, on espère bien faire rapatrier, revenir en Randambo, ces sinistrés d'Ambossar Sud. Mais ça nécessite des moyens financiers. On est en train de négocier avec les partenaires et aussi avec le gouvernement pour les frais de transport de ces sinistrés d'Ambossar pour Randambo. À combien s'élève ces frais? Ça s'élève à 50 millions de francs à peu près en taxi-brousse ou en camion. Et on passe aux actualités internationales. L'Union européenne a formellement adopté hier de nouvelles sanctions contre la Russie en réponse à son soutien aux séparatistes pro-russes qui combattent dans l'est de l'Ukraine. Réunis à Bruxelles, les ambassadeurs des 28 ont décidé de frapper directement l'économie russe avec des mesures fortes, blocage de l'accès des marchés financiers européens aux entreprises russes et interdiction de vente d'armes et de technologies sensibles dans le domaine de l'énergie et des biens à double usage militaire et civil à la Russie. Suivez le reportage de France 24. Il aura fallu 3 semaines de tergiversation avant d'en arriver à une décision. Les 28 se sont mis d'accord sur de nouvelles sanctions contre la Russie. Une position obtenue après le crash du vol de la Malaysia Airlines qui a coûté la vie à 298 personnes. Un crash attribué aux séparatistes pro-russes soutenus par Moscou. Objectif de ce nouveau train de mesures, cibler les secteurs entiers de l'économie russe. Ces sanctions sont dues au comportement de Vladimir Poutine et de la Russie. Nous voulons que la Russie comprenne que lorsque ces actes déstabilisent un autre pays, l'Ukraine, c'est inacceptable. 3 grands secteurs de l'économie sont concernés. Le pétrole, les achats seront plafonnés. La défense, importation et exportation d'armes seront limitées. Quant aux technologies sensibles telles l'électronique de pointe, elles seront placées sous contrôle. Autre restriction, les marchés financiers européens seront interdits à un certain nombre de banques et d'entreprises russes. Les avoirs de 8 hommes d'affaires proches de Vladimir Poutine placés en Europe seront bloqués. Les États-Unis aussi ont adopté des mesures de restriction similaires. On ne devait pas en arriver là. C'est un choix que la Russie et le président Poutine en particulier ont fait. Il y a toujours une meilleure solution, celle de la désescalade, celle de rejoindre la communauté internationale dans une solution diplomatique. Certains secteurs ne sont pas touchés par le nouveau train de sanctions. C'est le cas du gaz russe dont l'Europe est très dépendante. La France peut maintenir la vente de ses 2 porte-hélicoptères Mistral à Moscou, car dans le secteur de la défense, les nouvelles sanctions ne sont pas rétroactives. L'épidémie de maladie à virus Ebola ou fièvre hémorragique Ebola se répand en Afrique de l'Ouest. Après avoir sévi en Guinée dès le mois de mars, elle s'est étendue aux pays voisins, d'abord le Libéria, puis la Sierra Leone où le docteur Cheikh Oumar, médecin-chef en charge du virus, est décédé hier après avoir lui-même contracté la maladie. Les personnels de santé sont particulièrement vulnérables, le virus se transmettant via les fluides corporels comme la salive, la transpiration, le sang et l'urine.
Reportage de France 24. Il était le médecin à la tête de la lutte contre l'épidémie en Sierra Leone. Cheikh Oumar Kane n'a pas été épargné. Il est mort mardi, victime du virus Ebola. À Kailahun, dans l'un des foyers du virus à l'ouest de la Sierra Leone, les équipes de l'OMS ont improvisé un cimetière de fortune. Les morts se multiplient. C'est la première fois que je traite un Ebola de cette taille-là. Ouais. Là, on a des centaines de morts et voilà, on a des cas qui s'échappent. On n'arrive pas à contrôler l'épidémie, ça part dans tous les sens, on a peu de moyens. Pour faire face, les équipes de l'OMS et de Médecins sans frontières forment du personnel local qui doit intervenir de jour comme de nuit. Le taux de mortalité d'une personne infectée peut aller de 25 à 90%. La transmission du virus Ebola se fait par simple contact de la peau, y compris par la sueur. La progression du virus est alarmante. Depuis le début de l'épidémie en janvier, 3 pays de l'Ouest africain sont touchés de plein fouet, 672 victimes, 1200 personnes infectées. Alors que le Libéria vient de fermer ses frontières, un passager en provenance de ce pays vient de décéder au Nigeria. L'hôpital où il était accueilli est mis en quarantaine. Les autorités sont sur le pied de guerre. Nous sommes actuellement à la recherche de plus de 30 000 personnes. Tous ceux qui ont été en contact avec cet homme sont considérés comme suspects. 2 compagnies aériennes du pays ont suspendu leur vol vers la Sierra Leone et le Libéria pour éviter la propagation du virus. La capitale nigériane est la ville la plus peuplée du continent africain, ce qui fait craindre un risque de contagion plus large. Koulsar avec Minsou, juste après ce journal, suivi de l'émission Basket Academy et de 2 autres films, The Other Woman avec Cameron Diaz et Nicki Minaj, un peu plus tard dans la soirée, Underworld, la nouvelle ère avec Kate Beckinsale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. Retour de l'information demain à 20h30. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.